De retour dans l'Africa Newsroom pour cette troisième et dernière partie de notre émission. Et nous sommes en compagnie de nos éditorialistes Alfred Chongo et Samuel Gembok. Nous allons parler d'économie à présent avec ces 70 milliards de francs CFA de bons émis depuis ce 22 février 2016 par la Banque Ouest Africaine de Développement. Eh bien, l'institution sous-régionale basée au Togo veut accroître ses investissements dans les chantiers de développement de ses pays membres. Les soumissions liées à la dite opération, qui couvre une période de 7 ans, sont enregistrées jusqu'au 11 mars 2016. Deogracia Spodo nous en dit plus. La Banque Ouest Africaine de Développement a lancé lundi 22 février 2016 une nouvelle émission de bons d'un montant de 70 milliards de francs CFA pour une durée de 7 ans. Par le biais de cette opération, l'institution ambitionne mobiliser davantage de ressources financières pour accompagner les États et les entreprises de la région. Les soumissions peuvent être déposées jusqu'au 11 mars 2016 au siège de la banque à Lomé au Togo ou dans les missions résidentes installées dans les autres pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Nous avons des zones très litiges, mais la question du financement reste un problème assez important. Donc, au lieu d'aller chercher des fonds extérieurs, la BOAD prend une autre manière, c'est-à-dire qu'on veut lever des fonds dans la zone qui avoisine pour une première opération 70 milliards pour que les populations et les entreprises de la zone puissent souscrire à ces bons. Et ces bons sont garantis par le bon fonctionnement de la banque elle-même. Le but de la manœuvre, c'est vraiment de pouvoir permettre à la Banque ouest-africaine de développement de continuer sa mission. Selon les responsables de l'institution, il s'agit d'un placement sûr et rentable pour tout adhérent à l'initiative, avec pour fondement les performances enregistrées ces dernières années. La BOAD met également en avant son actionnariat qui compte les 8 États membres de l'UEMOA, la Banque centrale de la région, la Banque africaine de développement et d'autres pays, notamment le Maroc, l'Allemagne, l'Inde ou encore la Chine. La BOAD fonctionne comme une institution qui doit pouvoir financer la plupart des investissements qui sont oubliés par les banques commerciales. La solidité financière de cette banque garantit en fait cette levée de fonds. C'est ce qu'on appelle des créances sûres. Quand vous avez des revenus dans la zone, l'impôt sur les sociétés, par exemple, dans la zone, selon les secteurs, se situe entre 30 et 35%. Mais dans le cadre de cette opération, vous ne payez rien. À partir du moment où vous êtes dans des secteurs d'intérêt public, on se dit que c'est une opération d'intérêt public qui peut être dépourvue de taxes et impôts. Dans les prochaines années, la BOAD espère lever au moins 1500 milliards de francs CFA pour réussir son pari et contribuer in fine au renforcement des initiatives de développement de ses États partenaires. Les niveaux d'intervention prévus d'ici 2020 sont de 244,4 milliards de francs CFA pour les prêts à court terme, 34,5 milliards de francs CFA pour les prises de participation et de 20 milliards de francs CFA pour la garantie. Ces prévisions pourraient être sensiblement revues à la hausse si les initiatives en cours pour doter la BOAD de ressources concessionnelles s'avèrent fructueuses. Alfred Chongo, la BOAD est-elle en train de prendre confiance en elle et de changer son image? Je pense, Anne-Marie, que c'est une banque qui est solide, qui a rempli sa mission, la mission qui lui a été confiée depuis sa création. C'est-à-dire de soutenir, de financer des projets de développement dans les pays de l'UEMOA, les 8 pays de l'entente, qui sont le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Niger, etc., de soutenir donc ces projets-là. Et comme dans l'actionnariat de cette banque-là, ils ont réussi à avoir des partenaires extérieurs aussi solides, ça fait que il y a une confiance qui est établie automatiquement vis-à-vis de la banque. Et puis, le fait de nommer à la tête de cette banque des personnalités qui sont crédibles, à Dovland en particulier, ça fait qu'effectivement, aujourd'hui, la banque peut lancer comme ça sur le marché cet appel de fonds et puis qui permettra naturellement, alors, du fait du sérieux de la banque, que les opérateurs ou les personnes ou les institutions qui vont participer justement à cette levée de fonds, à cet appel de fonds, puissent avoir confiance effectivement de retrouver leur billet. Donc il y a cette question de la confiance et de la solvabilité de la banque qui fait que effectivement la levée de fonds va être réalisée et puis finalement la banque va pouvoir financer ces projets-là. Ce qui permettrait aussi, dégagerait aussi les États, parce que souvent,
les financeurs, les investisseurs ont souvent peur de la capacité, la possibilité, la solvabilité des banques commerciales des États à pouvoir rembourser les crédits, les emprunts qu'ils font. Et donc là, pour le coup, en passant par une institution sous-régionale, il y a plus de crédit. Justement, en parlant de banques commerciales, il est mentionné dans le sujet qu'il y a des projets oubliés par ces banques commerciales. De quoi s'agit-il, Samuel Gembok ? Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de choses à relever. Il y a le secteur privé qui a besoin de financement. Il y a le domaine agricole. On parle beaucoup plus d'agriculture. Il y a des jeunes qui ont des PME qui voudraient des financements et malheureusement, ils n'arrivent pas à avoir accès à ces financements. Je suis parfaitement d'accord avec Alfred quand il privilégie les émissions faites par des banques comme la BOAD. Elle, au moins, elle a la possibilité non seulement d'avoir un pouvoir de coercition à la fois sur les États, mais aussi sur les entreprises qui arrivent à prendre de l'argent auprès d'elle. Et en même temps, elle a une expertise, je vais y arriver, une expertise technique capable de valider ou de ne pas valider les projets qui lui sont soumis. Donc l'avantage aussi, c'est son actionnariat comme Alfred l'a relevé. Ce qui montre qu'il faudrait peut-être aussi, ce qui n'a pas été suffisamment rappelé dans le reportage, si on parle de 70 milliards de francs CFA, il faut rappeler que nous ne sommes qu'au premier trimestre et que les ambitions de la BOAD sont beaucoup plus importantes que ces 70 milliards. On parle des approbations de prêts pour les 5 prochaines années de l'ordre de 1500 milliards de francs CFA. Donc, on n'est qu'au premier trimestre et pour cette année, je pense qu'ils ont prévu des emprunts de l'ordre de 300 milliards de francs CFA, ce qui est très important au regard de la dynamique qui est enclenchée, notamment sur le plan économique dans les pays de la région. Il y a la construction des infrastructures, il y a le renforcement des capacités du secteur privé et tout cela nécessite des financements. Merci. Direction la Guinée-Bissau actuellement, où la production d'anacarde s'est établie à 180 000 tonnes en 2015 contre 130 000 tonnes en 2014. On est quand même loin des objectifs de 200 000 tonnes que le gouvernement voulait atteindre. Alors quels sont les facteurs explicatifs de cette performance ou de ce manque de performance? Élément de réponse avec Oumou Kalsoumba. La production d'anacarde en Guinée-Bissau a atteint un niveau record avec 180 000 tonnes au terme de la campagne 2015 contre 130 000 tonnes en 2014. Pourtant, les autorités avaient tablé sur une récolte de 200 000 tonnes. L'exportation de la noix de cajou occupe une place importante dans l'économie nationale du pays. Les volumes des exportations en valeur ont augmenté de 93% durant la dernière décennie, estimés à 44 400 millions de dollars en moyenne par an. La baisse de la production de la noix de cajou s'explique, selon les experts, par entre autres l'instabilité politique que traverse la Guinée-Bissau depuis un certain temps. La pluviométrie dans ce secteur-là était très bonne cette année et donc on devait s'attendre normalement à une production record, c'est pourquoi ils avaient tablé sur 200 000. C'est simplement un problème de gestion de cette culture-là parce que très souvent il y a des attaques, il y a quelques danger dans l'exportation de ces produits qui sont de type frontalier. C'est-à-dire que l'instabilité politique profite généralement à des bandits aussi qui sont de type transfrontalier et qui fait que justement ces zones de récolte deviennent des zones extrêmement dangereuses. 7e producteur mondial d'anacarde, la filière de la noix de cajou contribue à la croissance économique de la Guinée-Bissau. En 2015, le prix Bourchamp était fixé à 300 francs CFA. Cependant, son développement est confronté à de nombreux obstacles. En fait, la baisse n'est pas si dramatique que ça et ne pouvait pas affecter très lourdement la croissance, peut-être un demi-point de croissance, mais de 150 à 200 000 tonnes de prévision. Et je crois que ça ne peut pas affecter très lourdement l'économie quand même du pays. Les autorités guinéennes ont pour perspective d'augmenter la production et la transformation de la noix de cajou. L'accroissement des rendements de ce secteur, selon les analystes, améliore le niveau de vie des populations rurales. Pour atteindre cet objectif, ils préconisent des politiques d'accompagnement et l'allocation d'une subvention annuelle aux producteurs d'anacarde. Alfred Chongo,
en toute objectivité, pluviométrie ou bien manque d'une politique économique solide de la part du gouvernement bissau-guinéen? Je pense effectivement que la pluviométrie peut être un élément explicatif, mais il n'est pas le seul et puis il n'est pas le plus déterminant. Je pense effectivement qu'il y a une absence de politique agricole digne de ce nom, qui fait effectivement que, puisqu'on n'a pas des prévisions de développement de ce secteur, qui est un secteur important de l'économie de la Guinée-Bissau, on arrive justement à ces genres de situations. Et puis, l'autre écueil politique, c'est que c'est un pays qui a été déstabilisé politiquement pendant très longtemps, qui fait effectivement que, bon, là, pour le moment, on est dans une phase de stabilité, même si de temps en temps, il y a des brueries comme ça de révolte qui arrivent, qui fait effectivement que les producteurs d'anacarde peuvent effectivement, 180 000 tonnes, c'est pas mauvais par rapport à 200 000 qui étaient prévues tonnes, mais on pourrait mieux faire si effectivement il y avait une organisation, s'il y avait un soutien efficace justement aux producteurs en termes de facilité d'accès au crédit, en termes d'amélioration des conditions de travail, en termes de soutien justement d'accès au financement, au crédit. Donc ça fait toute une série de choses comme ça qui peuvent être faites et qui peuvent encourager effectivement les producteurs d'anacarde justement à mieux travailler, à mieux s'organiser. Samuel Gembok, quelles sont les perspectives économiques de la Guinée-Bissau en 2016 ? Je pense que les indicateurs macroéconomiques sont relativement positifs. Simplement, il va falloir renforcer justement cette diversification de l'économie. La Guinée-Bissau a un potentiel énorme. Malheureusement, c'est un pays qui n'arrive pas à se stabiliser durablement et à offrir un environnement économique non seulement attractif, mais beaucoup plus sécurisé. Ce qui fait que toutes les prévisions qui sont généralement faites sont soumises à la dictature parfois de ce que les autres peuvent appeler de l'absurdité de certains comportements. Parce que si vous n'arrivez pas à normaliser, à stabiliser vos institutions, à lutter contre la corruption, à éliminer tout ce qui est clientélisme, je ne pense pas que vous pouvez attirer des investissements directs étrangers. Merci beaucoup. Alors tout de suite, place aux chiffres du jour. Je vous propose de le visionner. Eh bien, il s'agit des revenus pétroliers qui ont baissé de 70% en 2 ans en Algérie. Alfred Chango, ce chiffre vous étonne ? Non, pas vraiment, puisque là, on est entré, en tout cas dans le domaine du pétrole, dans une zone de turbulence qui dure depuis un moment, et toutes les prévisions qui avaient été faites autour de $120 le baril ont été battues en brèche, justement, suite à l'effondrement des cours du pétrole, et puis à la surévaluation du dollar aussi, en quelque sorte, et donc comment ça que l'Algérie ait perdu 70% justement de sa production, c'est compréhensible. Ça n'est d'ailleurs pas seulement le cas de l'Algérie, puisque tous les pays producteurs de pétrole africains sont dans ce cas-là ou mondiaux. Samuel Gembok, donc le pays a tout intérêt à se diriger vers le développement des énergies renouvelables ? Clairement, la particularité de l'Algérie en ce moment, c'est que c'est un pays qui traverse un moment charnière, où à la fois il est question de restructurer la vie politique nationale compte tenu des exigences qui pèsent sur l'alternance politique dans le pays. Et en même temps, cette chute du baril du pétrole a des conséquences sur la capacité de l'État à financer les politiques sociales et à réformer le système économique. Donc il faut impérativement que les autorités nationales puissent prendre à bras le corps ces défis qui se posent et qui se profilent à l'horizon. Il faut déjà trouver des solutions par rapport à cette épineuse question de l'alternance politique. Merci beaucoup Samuel Gembok d'avoir pris part à l'Africa Newsroom. Merci Anne-Marie, bonsoir. Merci également à vous Alfred Chango. Merci Anne-Marie, c'était très agréable de vous avoir autour de ce plateau de l'ANR, et puis à mes très chères téléspectatrices, je dis merci de leur accueil bienveillant. Merci beaucoup. Merci à vous de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants le journal de la rédaction.